Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous. Alors je vous ai mis devant le parterre de fleurs pour que vous puissiez voir les animaux, mais je suis là. Alors aujourd'hui, j'avais envie depuis plusieurs jours. Je manque de temps malheureusement, comme nous tous, je pense. Mais je continue de pratiquer mes affirmations positives. Alors dans les mots qui polluent, les mots qui tuent, il faut que... Alors souvent quand on a un souci, qu'on se confie, j'ai remarqué qu'on ne reçoit pas forcément de l'aide. Alors on reçoit de l'aide parce que est-ce que l'autre nous écoute vraiment ? Est-ce que l'autre nous aide vraiment à trouver le chemin ? J'ai remarqué quoi ? J'ai remarqué qu'on reçoit souvent des conseils. Il va falloir que, il faudrait, yaka, faucon. On dit souvent ça. Alors, dans les mots qui polluent, les mots qui guérissent, je vais vous lire 2 textes et puis nous pourrons discuter dans les commentaires et rebondir là-dessus. Falloir. Il faut absolument. Donc ce sont des expressions, bien entendu, que je n'apprécie pas particulièrement. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Il faut absolument. Quand trop n'est jamais assez. Alors ce livre a été écrit par Joseph et Caroline Messinger. J'ai déjà fait d'autres instants de lecture. Vous pourrez le retrouver dans la playlist. Je recommence. Falloir. Il faut absolument. Quand trop n'est jamais assez. N'est jamais assez. La volonté devient tyrannique et l'individu finit par se retrouver chez son médecin traitant pour des troubles qui n'ont rien d'imaginaire. Le volontarisme est un stress archi dangereux pour la santé de ceux qui croient que quand on veut, on peut. Encore un proverbe qui érige la contrainte volitive au rang d'une vertu cardinale. Le verbe falloir, avec ou sans accompagnement, un verbe intolérant par nature, fait partie de ces mots que nous fréquentons malgré nous et qui nous contraignent sans se forcer. Qui plus est, l'auteur de la contrainte est une 3e personne du singulier, dont nul ne sait de qui il s'agit. Peut-être Dieu, peut-être le diable. Ce « il » est comme le « on ». Il désigne un personnage qui n'existe pas, mais qui a tous les pouvoirs. Ça vous paraît normal à vous ? Les mots qui guérissent de la contrainte. Remplacez falloir par devoir ou vouloir et évacuez l'adverbe absolument. Le sentiment contrainte vous quittera, dégoûté de tout ce temps qu'il aura passé à vous presser comme un citron. Il faut faire quelque chose, dit-elle, en prenant les autres à témoin. Démission, dépression, démotivation, pessimisme. Il faut faire quelque chose. N'est pas prête à bouger son popotin pour faire avancer le schmilblick. Elle vous poussera à jouer les héros de BD et quand vous serez mort par excès de vanité ou d'imprudence, elle tombera amoureuse de vous post-mortem en souvenir de votre courage. Incitatrice, pessimiste, fataliste, ces femmes sont des veuves publiques. Elle joue les Cassandres, cette princesse troyenne, fille de Priam et d'Hécube dans l'Iliade, qui fut aimée par Apollon, mais le repoussa. Ce dernier se vengea en la dotant du don de prophétie, mais aussi en décidant que personne ne la croirait. Les Cassandres modernes parviennent toujours à trouver une bonne pomme à envoyer au casse-pipe. Chiche! Tu n'as pas de dans ton pantalon ou quoi ? Proposez-lui d'aller se friter à votre place sans fausse honte. Il vaut mieux être lâche et rester vivant, quitte à changer de compagne, si elle tient tellement à vous rendre visite au cimetière. Les mots qui guérissent de la fréquentation des Cassandres.
La prochaine fois que vous croiserez un pessimiste ou une Cassandre, regardez ailleurs et bouchez-vous les oreilles, ou alors abondez dans son sens. Vous avez raison, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller ? Mais vous, demandera-t-elle. Moi ? Répondrez-vous. Je suis handicapée de l'auriculaire. Mon médecin m'interdit les exercices périlleux. Et vous pouvez repartir en chantonnant. Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. Il faut qu'on se revoie. Si possible, à la Saint-Glinglin. La deuxième partie de la phrase n'est pas incluse dans le scénario, mais elle est sous-entendue. Il faut fait un sacrifice à je veux. Je ne veux pas te revoir, mais il faut qu'on se revoie. Nuance. L'usage immodéré du verbe falloir repousse l'action au subjonctif présent. Encore eût-il fallu que je voulusse te revoir. Passé antérieur suivi d'un imparfait du subjonctif. L'imparfait du subjonctif marque déjà le passé par rapport à un temps dépassé. Mais dans notre exemple, il ne s'agit que d'un présent suivi d'un subjonctif. Objecterez-vous si vous êtes à cheval sur la syntaxe? Comme vous le savez sans doute, le subjonctif est un mode personnel du verbe exprimant l'indécision, le doute, l'éventualité. Alors, a-t-il vraiment, sincèrement, franchement, clairement, sérieusement envie de vous revoir? Il avait l'air tellement persuasif, n'est-ce pas? Et pourtant, vous ne l'avez jamais revu depuis ce fameux jeudi après-midi de septembre. Un dernier petit pour la route. On ne représente personne, disait souvent ma vieille instite, même s'il fait référence à vous deux dans votre esprit subjugué. Les mots qui guérissent. Celui ou celle qui vous sert un « il faut qu'on se revoie » est un personnage à effacer de votre mémoire de toute urgence. Imaginez son visage. Visualisez un tableau scolaire, un tableau noir sur lequel vous collez ce visage souriant et frottez-le comme s'il était dessiné à la craie. Vous rendrez service à l'économie de vos émotions. Il faut qu'on se fasse une bouffe. Mieux vaut mentir que d'affronter la vérité à main nue. Allô, Jean-Paul, tu me reconnais ? Ta voix ne m'est pas inconnue. Gaspard Dubois, tu me remets maintenant ? Gaspard, oui, bien sûr. Ça alors, comment vas-tu ? Moi ça va, très bien, et toi ? Mais ça fait combien de temps, dis-moi ? 4 ou 5 ans ? La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était lors du congrès des entomologistes à Londres. Ça remonte à 7 ans. 7 ans ? Comme le temps passe vite. Qu'est-ce que tu deviens ? Je bosse toujours dans le même secteur, je me suis mariée. Nous avons eu un petit garçon, de 3 ans. Mais je vais pas tout te raconter au téléphone, ce serait trop long. Je veux pas abuser de ton temps si nous parlions de tout ça de vive voix. Ouais, t'as raison. Faut qu'on se fasse une bouffe. Quand est-ce que ça t'arrange ? Un soir de la semaine prochaine, disons jeudi, ça te convient ? Écoute, parfait, donne-moi tes coordonnées, on se rappelle pour confirmer. Je te laisse, j'ai un rendez-vous qui m'attend, un super rendez-vous super important. Ouais, écoute, salut, à bientôt Jean-Paul. Gaspard et Jean-Paul. C'est l'histoire d'une amitié professionnelle qui a tourné court à la suite d'une querelle pour divergence d'opinion lors de ce fameux congrès. L'enthousiasme de Jean-Paul est frauduleux. Il apparaît clairement dans le choix de son expression « il faut qu'on se fasse une bouffe » que celui-ci n'a aucune envie de perdre son temps dans des retrouvailles improductives. Cette
perspective est aux antipodes d'une quelconque réjouissance. Il fait autorité. Il décide à la place de je. Celui ou celle qui utilise de manière récurrente le verbe falloir, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille bosser, il faut que je conduise le petit chez la nounou, est une personne qui évacue ses responsabilités et dont la vie n'est qu'une contrainte au long cours. Je ne suis pas responsable. Telle est la connotation du verbe falloir. Il faut qu'on se fasse une bouffe. Ou comment sortir de l'impasse dans laquelle Jean-Paul s'est fourvoyé. Cette expression est symptomatique d'une attitude de fuite. Le verbe falloir est un devoir en trompe-l'œil. Il exprime surtout une volonté d'éluder. Attitude corroborée par l'emploi du on. Ce pronom imperméable pour ceux qui ne veulent pas se mouiller les pieds. Ah, j'adore. C'est une vraie fausse invitation. En bonne et due forme, une tactique destinée à évincer son ami avec juste ce qu'il faut d'hypocrisie. Il y a fort à parier que Jean-Paul ne rappellera pas pour confirmer le rendez-vous. Voir l'expression on se rappelle. Bon, on va y aller. Hein. Dans le meilleur cas, il l'annulera sous n'importe quel prétexte. Cette pseudo-invitation traduit une contrainte déportée dans un avenir incertain vis-à-vis d'une personne avec laquelle on ne souhaite pas, peut-être inconsciemment partager le temps d'un repas. La fréquence répétitive du verbe falloir dans le cursus d'une conversation trahit un personnage qui vit sous la contrainte d'une autorité insondable. Il sera fatalement contraignant avec ses interlocuteurs. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se revoie. Toutes ces pseudo-invitations sont autant de contraintes annoncées avec la plus parfaite naïveté. Si je devais comptabiliser toutes les invitations à bouffer que j'ai reçues au cours de ma vie, je devrais pouvoir manger à l'œil pendant 365 jours d'affilée. Au moins, les bouffes associées au verbe falloir sont des invitations virtuelles de la part des faux culs que vous fréquentez à votre insu, de votre plein gré. Les mots qui guérissent de la contrainte. J'attends ton invitation de pied ferme. Ou, d'accord, mais c'est toi qui payes la note. Ou, quand tu veux, où tu veux, mais n'attends pas ma prochaine incarnation. L'humour est une bonne façon de faire sentir à l'autre l'ineptie de sa vraie fausse invitation. La vie est certes faite de contraintes multiples, mais la liberté réside dans l'art de choisir ses contraintes. Cette liberté s'acquiert en s'affranchissant du verbe falloir, c'est-à-dire en prenant la responsabilité de chacune de ses actions, si banale soit-elle. Je dois sortir les poubelles, et non pas il faut ou il va falloir que je sorte les poubelles. Alors, moi je rajoute que dans cette affirmation, alors je vais aller voir, on se rappelle avant d'oublier, dans cette affirmation, vous voyez bien que déjà, elle est souvent placée au futur. Et je dis toujours qu'une affirmation positive avec une action positive qui débouche dans du concret dans le futur se dit déjà au présent et pas avec le verbe falloir qui est une contrainte. Alors j'avais une amie, une camarade pendant des années qui plaçait toujours « oui mais il me faut du temps, il va falloir que je m'y mette, il va falloir que j'y pense, il va falloir que… » Donc au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai fini par abandonner parce que rien ne se passe. Toutes ces sortes d'affirmations, eh bien, elles restent dans le futur et elles ne se concrétisent pratiquement jamais. Alors donc ils ont dit d'aller voir le on. On se rappelle. Oh,
Je vais le garder pour la prochaine parce que... Je vais le garder pour la prochaine, hein, le on, parce que je vais terminer avec falloir. Absolument. Il faut absolument qu'on se parle. L'absolu dont tout dépend et qui ne dépend de rien. Le sujet de votre manuscrit est novateur et votre vision des choses est très intéressante. Il est absolument indispensable que nous nous rencontrions. Quand voulez-vous ? Lundi prochain à 10h, si cela vous convient. C'est parfait. Je vous apporterai le premier chapitre afin que vous puissiez apprécier la manière dont j'envisage de monter cet ouvrage. Avec plaisir, monsieur Messinger, à lundi. C'est parfait. Je vous apporterai le premier chapitre afin que vous puissiez apprécier la manière dont j'envisage de monter cet ouvrage. Avec plaisir, monsieur Messinger, à lundi. Je me présente, je crois que j'ai lu 2 fois la même phrase, c'est pas grave. Je me présente à la maison d'édition le lundi suivant, mais l'éditeur, si enthousiaste lors de notre entretien téléphonique, est absent. Un cas de force majeure. S'excuse sa secrétaire en grimaçant. Il ne m'a plus jamais donné signe de vie. Quelques années plus tard et quelques lapins après, il faut absolument qu'on se rencontre. Vous êtes exactement le spécialiste que je recherche depuis des lunes, m'explique ce directeur d'une boîte de formation. Je suis écrivain, pas formateur. Je veux absolument vous convaincre du potentiel que représente le décryptage des gestes pour le type de formation que je dispense aux équipes de vente. Où et quand peut-on se voir ? Moi, je n'habite pas à Paris. Fort d'une série d'expériences, toutes plus absolument indispensables les unes que les autres et qui n'ont absolument pas abouti, je l'invite à venir discuter absolument chez moi de ma participation à la formation qu'il envisage d'inclure dans son catalogue. J'habite un petit village à 200 km de la capitale. Il a annulé le rendez-vous la veille. Je savais évidemment à quoi m'en tenir. Lors d'un premier entretien, j'avais déjà pris les mesures du personnage et mesuré son émoi. C'était comme tous les absolument de la Terre, un éjaculateur absolument précoce. Comment se fait-il que les décisions péremptoires ou les desseins incontournables des abolutistes perdent toujours leur caractère d'urgence aussitôt le téléphone raccroché ou la porte refermée ? Peut-être parce qu'un rendez-vous, si important soit-il, n'a rien d'absolu. Selon la définition courante qui spécifie que l'absolu existe par soi-même, indépendamment de toute référence à autre chose, il ne résulte que de la volonté de 2 individus qui ont une idée, un intérêt, un projet commun. L'usage abusif de cet adverbe ne signifie rien d'autre qu'un besoin de rassurer sur le caractère indispensable ou impératif de la rencontre, qui en vérité n'est ni indispensable ni impératif. Celui ou celle qui souhaite vous rencontrer, l'absolument, recherche le mouton à 5 pattes. En d'autres termes, il ou elle aspire à dénicher le projet, l'idée ou la personne idéale qui révolutionnera sa carrière, son avenir. Celui ou celle qui sera en mesure de satisfaire sa recherche d'excellence, cette quête d'absolu est un miroir aux alouettes qui ne peut qu'engendrer la frustration, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Les absolutistes sont d'éternels insatisfaits. Tout ce qu'ils n'obtiendront jamais sera toujours plus indispensable que ce qu'ils ont déjà acquis. Morale de l'histoire, soyez attentifs à cet adverbe qui pollue le discours de vos interlocuteurs, car il vous inocule le virus de leur frustration. Si vous êtes vous-même un absolutiste, éradiquez cet adverbe de vos tics verbaux. Vous vous rendrez la vie plus imparfaite, mais tellement plus facile. De l'absolu à la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, mais le perfectionniste l'ignore totalement. Je ne sais pas si vous me voyez un petit peu quand même. J'adore ce livre. J'ai déjà lu pas mal.
N'essayez pas de le convaincre. Il s'accroche à ce besoin irrépressible de perfection comme une moule à son rocher. Parmi les perfectionnistes, on trouve un nouveau type de perdant qui s'ignore et qui a pour modèle le bourgeois, bohème ou bobo. Le stress qu'il se fait endurer aura raison de son cœur ou de sa santé, mais il ne lâchera jamais le grand œuvre qui occupe ses pensées, sa vie et ses rêves de gloire. Il se perfectionnera jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée qui coïncidera avec le trou noir de la déprime. Dans le même temps, il fera semblant de la jouer cool, mais juste pour la galerie, pour être à la mode de ce début du 21e siècle. Ça le fait, est une de ses expressions tendance. Le perfectionniste du bobo vient de ce qu'il cherche à être à tout et son contraire à la perfection. Raisonnable et fou furieux, audacieux et traditionnel, extravagant et terre à terre, débraillé et élégant, sensé et spontané, etc. Tous les individus atteints de perfectionnistes galopants ne fonctionnent pas ainsi, heureusement. Les psys devraient apprendre à faire le grand écart facial. Pour le perfectionniste classique, tout doit paraître parfait. Et lui en premier. Le paraître n'est évidemment pas l'être, mais il s'en contentera pour ne pas devenir complètement fou ou complètement raisonnable. L'intervention récurrente de l'adverbe absolument dans son discours est un signe incontournable du personnage décrit. L'ennui avec le perfectionniste, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Il en veut toujours plus loin, toujours plus haut. Il ne connaît pas le bonheur du mieux. Il lui faut le meilleur. Le président Mitterrand était un perfectionniste standard. Peut-être aurait-il pu être heureux et encore parmi nous s'il avait visé le mieux au lieu de viser le meilleur. Mais il l'a dit lui-même sur les ondes en 1988, jusqu'à présent, nous avons fait pour le mieux et demain nous ferons pour le meilleur. Les perfectionnistes vont toujours trop loin. Waouh! Leur quête d'absolu les rend aveugles aux limites imposées par le bon sens. Ils s'obstinent à guigner le meilleur alors que le mieux leur tend les bras. Les mots qui guérissent de l'absolu. Si vous rêvez de guérir de cette maladie, il existe un moyen. Vous pouvez connaître le bonheur sur terre en visant le mieux au lieu de viser le meilleur. Si le mieux est l'ennemi du bien, pour les bourgeois d'antan, le mieux est celui du meilleur pour les bobos d'aujourd'hui et tous les perfectionnistes en règle générale. Le bien n'est plus suffisant pour assurer l'équilibre de la balance entre l'indispensable et le superflu. Le mieux l'a remplacé. Notre société consumériste a fait ce qu'il fallait pour reléguer le bien aux oubliettes. Visez le mieux et évitez le meilleur. Votre obsession de la perfection disparaîtra très vite au profit d'une réussite tellement imparfaite qu'elle n'en sera plus que agréable à vivre. Je vous livre une phrase magique pour en terminer avec cet adverbe très contaminant. L'imperfection est parfaite car elle peut toujours être améliorée. Absolument. Alors voilà, pour cet instant de lecture, les mots qui polluent, les mots qui guérissent. Quand les mots guérissent, les mots MAUX, puisque nous sommes là sur la chaîne au-delà du spirituel pour nous améliorer, un tant soit peu, un tout petit peu et même beaucoup, et pourquoi pas absolument. Et donc, travailler nos affirmations positives, et oui, absolument, on n'a pas fini d'écrire absolument. Alors, c'est vrai que la langue française contient même elle-même beaucoup de négation. Alors, quand on envoie une demande, même aussi positive, pensons-nous
soit-elle. Bien souvent, moi-même, je me corrige et je m'auto-corrige puisque la loi d'attraction, c'est demander, croyez, recevez. Mais le plus difficile à faire, je trouve, en pratiquant la visualisation positive, c'est la demande. Parce que très souvent, je remarque en consultation privée, on peut appeler ça du coaching si vous voulez, de l'éducation spirituelle, de la diététique spirituelle qui au fond sont des lois millénaires et millénaires. Je n'invente rien. On reformule avec des mots d'aujourd'hui, des mots simples pour pouvoir cultiver. Je remarque qu'on met quelquefois dans la demande ou dans les affirmations, il faudrait que, s'il vous plaît, monsieur univers, j'aimerais bien que, il va falloir que, il faudrait que, ah oui, il va falloir que j'arrête de fumer. Ah ben là 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 là, la demande est énorme. Déjà, il va falloir que, il va, ça c'est demain. Et pour demain, t'es pas prêt de le faire. Donc tu rembobines, c'est j'arrête de fumer ici et maintenant. Tu t'ancres dans le ici et maintenant. Quand tu ancres une action dans l'ici et maintenant, il y a une réaction qui se produit dans le futur. Tu ancres une action dans l'ici et maintenant avec une affirmation positive, une visualisation. Quelque chose va se passer de positif dans le futur. Si tu commences à te dire, il va falloir que j'arrête de fumer parce que ça me rend malade, et blablabli, et blablabla, et que tu demandes à l'univers de ne pas tomber malade, et blablabli, et blablabla, il ne va rien comprendre. La demande doit être très claire. Tu vois, tu décides ici et maintenant, tu fais ta demande. Ensuite, tu la visualises, tu y crois, tu t'accroches, c'est vrai, ça arrive pour de vrai. Tu vas être servi royal. Et tu mets tout en grand. Mais tu fais des petites phrases, sans négation, sans il va falloir que. Sans il faut que. J'avais cette vidéo depuis longtemps la tête. Je manque de temps, comme je vous le précise souvent, pour partager encore avec vous. J'en aurai bientôt plus, un petit peu plus cet été. Donc, on pourra continuer à cultiver, vous planter vos petites graines pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, bien sûr, si votre souhait dépend d'une autre personne, de le revoir, de la revoir, de communiquer, de rétablir tes choses. Mais si tu commences à faire ton affirmation par « il va falloir que », déjà, il faut te dégager de ton ego, si tout ça, c'est du travail. Mais si moi j'y suis arrivée, si d'autres avant nous y sont arrivés, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc tu vois, tu commences par travailler là-dessus. Les mots. Tout commence par les mots et le pouvoir de ta pensée. Alors la pensée positive, dans le pouvoir de la pensée positive, ta pensée, quand tu travailles avec tes mots, tu penses, tu émets une vibration positive qui va aller vers une émotion, déclenche là cette émotion positive. C'est sûr que si tu penses que il va falloir que tu arrêtes de fumer parce que tu veux pas tomber malade, parce que tu sais que c'est mauvais pour la santé, parce que ça sent mauvais, parce que ça jaunit les dents, il va falloir que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de chances que ça se réalise. Et même pire, tu vas galérer pour y arriver. Alors que si tu te dis, c'est décidé, je m'ancre ici et maintenant, j'arrête de fumer. Tu ne mets pas de motif, tu arrêtes de fumer parce que tu as décidé d'arrêter de fumer. C'est tout. Et tu dis à l'univers que tu es zen, que tu es calme, que tu réussis à arrêter de fumer réellement. Et tous les jours, tu te projettes. Tu sens bon, ta peau rajeunit, tu as de beaux cheveux, tu as une belle peau, et puis tu ne dépenses plus d'argent non plus aussi. Ça, c'est important aussi. Je prends cet exemple-là, juste pour te faire comprendre que c'est pas si difficile que ça. Et tous les jours, tu visualises. Plus de briquet, plus de clopes, plus de contraintes. Tu n'auras même pas envie de fumer.
L'univers va t'apporter ça. Tu peux travailler ton papier avec des affirmations positives aussi. La technique du verre d'eau, les petits bonhommes allumettes, le vœu qui se réalise. Tu le marques dessus. Moi, un tel, dans ton papier ou dans ta tête, et tu visualises, tu te fais le cinéma mental. Comme disait Madame Rika Zaraï, elle parlait déjà dans son livre de la visualisation, qu'elle se faisait son cinéma mental. J'ai retenu ça il y a très longtemps. Donc, tu te fais ton affirmation. Moi, un tel, j'arrête de fumer. Je vais bien, je suis zen, je positive, je suis heureux, je suis contente, très contente d'arrêter de fumer ici et maintenant. Ancre-toi dans cette action. Ancre-toi dans cette action. Et tu verras, si tu mets un autre vœu, mets le vœu que tu veux, mais pose-le. Sois précis, sois court. La demande d'intervention de l'univers, lui, il ne comprend pas. Hein. Il lit pas les grandes lettres comme ça. Hein. Tu lui écris une lettre avec 25 pages, tout alambiqué. On ne sait même pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux arrêter de fumer? Ok, mais l'univers va t'aider. Ce sont les affirmations positives. Et il faut les ancrer dans le présent. Tu vois? Tu fais ça. Et tu commences avec... tu vas très bien. Si tu commences à te dire « Oh, je vais arrêter de fumer. Il va falloir que j'arrête de fumer. Ça va être galère. Je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas y arriver. S'il te plaît, l'univers, aide-moi. » Mais non. L'univers va t'envoyer de la galère. Il va t'envoyer la même chose, de même vibration. Ton émotion, ta pensée, elle émet une vibration. Comme ta télé, ton téléphone, ton truc, tout est vibration, tout est énergie. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les grands physiciens, les grands mathématiciens, on envoie des hommes dans l'espace, il y en a qui ont fait plein de calculs. Ils ont passé leur vie à faire des calculs. Ce sont des génies incarnés pour calculer, pour faire progresser l'humanité. Ouais, vous en connaissez un de génie moderne. Vous avez le druide. Vous avez tout ce qui s'est passé là. On vous a donné plein d'exemples avec les lumineux. Donc si tu t'en vas dans des formules alambiquées, c'est sûr qu'on va t'envoyer, tu vas t'attirer des circonstances, tu vas t'attirer des événements, tu vas t'attirer des situations de même vibration que ta pensée, que ton émotion. Tu vois, ton émotion, elle vibre à une fréquence vibratoire. Je vous en parle souvent, hein, des vibrations. Tout l'univers est en vibration. Tu sais, la planète, elle tourne. Il y a des milliers d'étoiles, des milliers d'univers, des galaxies, des trucs. C'est impensable avec ton mental humain. Tu es dans une vibration. La plus puissante, je l'ai déjà dit, c'est la vibration d'amour. Celle vers laquelle on tend tous. Tu émets cette vibration, tous les jours tu la travailles. J'arrête de fumer, tu mets rien d'autre. Je suis fort, je suis solide, je suis capable. J'ai les compétences à l'intérieur de moi pour arrêter, ici et maintenant. T'envoies ça à l'univers. Tu penses à ça sous la douche avec l'élément eau qui est très puissant. L'eau, c'est très puissant. Il y a plein d'élémentaux autour de l'eau. Tu peux utiliser l'élément feu si tu veux. Quand tu l'écris sur ton papier, moi à la fin je le brûle, tu vois. J'utilise l'élément feu, j'utilise les outils. Tu as des outils en abondance, l'univers est abondance. Tu utilises les outils, tu les prends, tu t'en sers, tu fais comme les autres. Pareil pour l'argent, pareil pour une relation, pareil pour tout. Mais commence par les mots. Hein, c'est la base. Les mots positifs, pas les mots qui vont t'apporter des vibrations négatives. Enfin, j'explique souvent en consultation. Et puis je vais arrêter là pour que tu puisses travailler là-dessus, hein, parce que faut pas que ce soit trop hard, hein, parce que moi au début j'avais commencé à me plonger dans des livres, mon Dieu, trucs quantiques et tout, waouh, je m'en sortais pas. Je me suis dit, je veux étudier ça, mais je veux que si moi je comprends, les autres peuvent comprendre. Je ne suis pas meilleure que vous, ni plus intelligente, ni rien du tout. Bah, déjà, j'ai les lumineux. Déjà, c'est quand même bien, parce qu'ils me conseillent les livres. Non, ça c'est bien, c'est pas bien. Donc, dès l'instant que tu comprends qu'on est tous en vibration, le ki, le prana, la kundalini, l'énergie de vie, déjà, trouve-moi un humain qui a expliqué ce mystère,
je te paye le resto royal. Tu m'en trouves un. Il n'y en a pas, à part la source de vie. La source de vie, elle est infinie. Tu as besoin d'aide, tu vas chercher à la source. Après, il y a aussi les expériences que tu dois vivre, que tu es venu vivre. Tu es un expérimentateur, un expérienceur ou seuse. Donc tu devras les vivre. Et si tu ne les vis pas, elles se répéteront. Tu es venu ici pour t'élever, pour comprendre, pour accepter. Parfois des choses très très difficiles. Mais tu peux travailler des affirmations positives, tu peux recevoir de l'aide quand c'est trop difficile, quand voilà, c'est trop dur, c'est très dur, ou c'est dur tout court, tu mets les degrés que tu veux, mais n'aimez pas de pensées négatives ou d'émotions négatives, parce qu'elles te reviendront. C'est pareil, quand quelqu'un te harcèle, te veut du mal, protège-toi. La plus belle des protections, c'est de te faire... On me demande souvent, oui, mais j'ai payé, j'ai acheté une protection, les protections. Déjà, tu commences par tes émotions. Tout commence à l'intérieur de toi. Vous allez de plus en plus chercher des formations, des trucs et des machins chez l'autre. Vous payez des soins chez l'autre. Commence par toi. Pourquoi tu commences chez l'autre? Tu prends les outils, il y en a plein. Il y a des bouquins, il y a des chaînes, développement personnel et blablabli et blablabla. Tu commences par toi. Tu prends des petits outils. Tu fais des petites pensées. Tu apprends à travailler. C'est comme un sport. Tu sais, le mental, il faut toujours qu'il soit dompté. Alors j'entends quelqu'un qui me dit « Oh là 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 là, mon mental, 400 km/h, j'ai la tête farcie comme un concombre, comme un chou-fleur ou je sais pas encore. » Mais fais-le taire. Fais de la méditation. Les gens me disent « Ah, je sais pas faire de la méditation. » Fais de la méditative. Moi, je ne peux pas méditer assis comme ça. Oh. Non. Avec les sons, il y a les sons pour les chakras, tout ça, ok. Mais va te promener. Sors. Va voir des arbres. Tiens, c'est des super potes. Tu vas voir les arbres. Tu leur remets tes problèmes. Et puis, dans les vidéos, dans la playlist, alors dans mon site, lisarcamela.com, vous avez la boîte à outils dans le menu. Dans la boîte à outils, j'ai simplifié de simplifier. On vous mâche le boulot avec les lulus. Vous cliquez, ça vous amène sur la vidéo l'arbre à soucis. Tu as un gros souci, blablabla, blablabla, ton mental, blablabla. Déjà, tu as un truc à comprendre sur toi, ce dont tu es capable. Qu'est-ce que ça fait résonner? Ça résonne. Ton émotion, tes pensées, elles vont se répercuter contre le mur de l'univers et ça va résonner, ça va s'amplifier et résonner. Donc tu inverses la polarité, tu mets du positif, même si c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à entendre dans ce message sur toi? Pas sur l'autre. Vous pensez toujours à l'autre. C'est l'autre qui vous veut du mal. C'est l'autre qui a fait ci. C'est l'autre qui a fait ça. Oui, mais tu as quelque chose à comprendre. Donc déjà, tu travailles tes mots, tes affirmations et tu travailles ton mental. Tu mets des pensées positives. Moi aussi, je suis crogneux. Non. On inverse. On fait du sport. On arrive bien à faire ce qu'on peut avec le corps qu'on a, tout ça. Tu as le mental que tu as. Et donc les mots, ça commence par les mots qui polluent, mais il y a les mots qui guérissent. Et vous voyez, il y a des livres qui existent. Je ne suis pas toute seule à le dire. C'est très facile à comprendre. Ensuite, il y a tous les petits bouquins sur la loi d'attraction. Je vous conseille de lire Slavika Bogdanov. Vous avez Edgar Tolle. Alors j'ai des copines qui m'ont dit ouais, moi Lisa, j'ai rien compris. Et pourtant, tout est là. Tout est là dans la littérature. On simplifie. Donc, je vais vous dire namasté. J'adore. Les coquelicots, les coqueux lourdes. Je sais pas, je vais vous faire visiter quand même. Les coqueux lourdes, pensée positive, émotion positive. Alors c'est sûr que quand on n'est pas bien, ça vient pas tout de suite. L'art de la pensée positive, l'art de faire jouer la loi d'attraction. L'art, c'est un art, comme le sport. Oui, pas me mettre au sport, faut que je me mette. Il va falloir que je me mette au sport. Il faut que je me mette au sport.
pense positif. Déjà, ça devient déjà une contrainte. Tu n'as même pas commencé à bouger tes fesses, que tu te colles une contrainte en disant il va falloir que, il faudrait que. Et non, tu dis je me mets au sport et tu commences par te lever et aller marcher déjà. Déjà, c'est déjà un début. Tu peux aller rencontrer les copains, la rivière, les arbres. Si tu es en pleine ville, il y a bien un parc, il y a bien quelque chose. Si c'est pas tout de suite, peut-être que tu peux y aller dimanche, s'il fait beau, pas très beau. Tu vas faire un tour, tu te promènes. Organise ta vie. Organise ta vie pour en tirer le meilleur parti pour ton évolution, pas celle de l'autre. On est toujours des acteurs et des actrices. Point à la ligne, on expérimente. Positive vibes, toujours. Alors je vous montre quand même mes coques lourdes, hein, parce que j'y tiens. Il fait très chaud, il fait au moins 35 degrés. Donc je vais aller arroser tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez les coques lourdes. Alors ça va être... j'en ai beaucoup cette année, voilà. Beaucoup. Quand elles vont être tout éclos, là, elles sont toutes en truc. Vous verrez, ça sera super beau. Alors, il y a quelques iris. La lavande n'est pas fleurie encore. C'est un des massifs que je vous montre parce que je ne peux pas aller au soleil, j'ai trop chaud. J'adore. Il y a les iris qui vont fleurir. Là, elles sont beaucoup sorties quand même. Et puis, je vais vous faire une toute petite vidéo pour vous parler d'une histoire de médium. Une histoire de médium avec Monsieur Magnolia, qui est juste là. Je ne sais pas si vous verrez. Il est juste là, Monsieur Magnolia. Il va pas très bien cette année. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. Occupez-vous bien de vous. On échange, on partage. L'égrégore, il grossit toujours, hein, j'invente rien. L'égrégore de la chaîne grossit toujours, le nombre d'abonnés aussi. Je remercie du fond du cœur mes petites modératrices de nuit. De nuit, oui. De week-end aussi. C'est Prissou et Emmanuel, évidemment. Et puis je remercie la petite fée, vous la connaissez bien, la guidance a commencé. J'espère qu'elle vous plaît. Pour ceux qui ont acheté leur petite guidance, j'en bénéficie comme vous. C'est pareil, la guidance, c'est aussi incroyable. C'est personnalisé, c'est elle qui les fait. Elle a ses petites recettes à elle, de petites fées. Et c'est vraiment... le matin avec mon petit café, vous m'en parlez, j'ai pas mal de mes consultantes qui me disent waouh, c'est génial, c'est un petit plaisir et ouais, c'est top. Je vous fais des gros bisous, je vous dis namasté, à très bientôt.